Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Fin octobre 2023 s'est tenu un comité interministériel des villes en faveur des quartiers prioritaires. Pour en parler avec nous, je suis aujourd'hui avec Catherine Arenoux. Vous êtes vice-présidente des Yvelines, déléguée à l'insertion et à la rénovation urbaine et première vice-présidente de l'association des maires villes et banlieues. Bonjour. Bonjour. Alors ce comité interministériel des villes, vous l'attendiez avec presque impatience. Au début du mois d'octobre, vous étiez même lassé après 4 annulations de ce comité en un an. Pour bien comprendre, quels sont les objectifs de ce comité interministériel des villes ? Alors, un comité interministériel à la ville, ça doit se réunir assez régulièrement, tous les 2-3 ans. En tout cas, ça doit se réunir quand il y a un nouveau gouvernement. Le principe, c'est quoi ? Le ou la première ministre doit mobiliser l'ensemble de ses ministres pour faire plus et mieux dans les quartiers prioritaires. D'abord, avec ce qu'on appelle le droit commun, c'est-à-dire combien, moi, ministre de l'Éducation nationale, je mets d'enseignants face au nombre d'enfants, sachant qu'il y a plus d'enfants dans nos quartiers. Ça s'appelle le droit commun. Mais ce qu'on doit mettre aussi dans ce qu'on appelle le droit prioritaire, c'est-à-dire un peu plus, c'est ce qui vient de la politique de la ville. Donc le conseil interministériel à la ville, c'est très important parce que vous voyez, c'est un moment fort où le Premier ministre doit donner des ordres fermes à l'ensemble de ses ministres. Ce conseil interministériel à la ville, qui n'avait pas été réuni depuis Jean Castex, était prévu depuis le 26 octobre 2022, c'est-à-dire que nous l'avons attendu un an. Nous l'avons attendu en signifiant qu'en plus on était dans une période très inflationniste, donc pour laquelle les habitants étaient très en difficulté, avec une crise de logement qu'on voyait point. Enfin, voilà, on était dans un contexte qui n'était pas du tout, qui était du tout très inquiétant pour nous. On a interpellé le président de la République et la première ministre, je crois, 4 à 5 fois par courrier, et puis on n'a eu pas de son, pas d'image jusqu'aux émeutes de juin. Et c'est à ce moment-là que le gouvernement a considéré quand même il fallait reprendre la main et redonner des signes d'espoir. Alors justement, en novembre 2022 déjà, vous commenciez à alerter le gouvernement sur la situation dans les quartiers, notamment avec des tensions de plus en plus vives. C'est ce que vous aviez annoncé à France Info au début du mois d'octobre. En juin, les différentes émeutes ont un peu plus renforcé ces tensions. Il y a eu encore des annulations. Le gouvernement avait notamment mis en place un conseil national de refondation post-émeute, justement, après ces émeutes. Est-ce que c'était suffisant et quels étaient les objectifs ? Est-ce que les objectifs étaient les mêmes que le comité interministériel des villes ? Non, vous imaginez bien, le comité interministériel, c'était quand même pour reprendre la main sur une politique volontariste sur les quartiers, les habitants des quartiers, comment sortir de cette déshérence permanente, comment donner de l'espoir pour les habitants, comment donner de l'espoir pour les territoires, voilà, sur tout un tas d'actions qui sont éducatives, justice, police. Là, en fait, on était en train de... Là, nous, on demandait une vision préventive, une vision d'accompagnement préventif sur les années à venir. Le Conseil national de la refondation, qu'est-ce que ça a été ? Ça a été du curatif, c'est-à-dire, voilà ce qui s'est passé. Comment est-ce qu'on fait la prochaine fois pour... Parce que c'était ça, Comment est-ce qu'on fait la prochaine fois pour être plus efficace si ça se repasse, si ça a lieu de nouveau ? Ce qui, pour nous, vous comprenez bien, est insupportable, parce que l'idée, c'est justement qu'on ne soit jamais en situation que ces émeutes qui ont quand même douloureusement frappé l'ensemble de la France ne se reproduisent. Donc le Conseil national de la refondation, et on l'a vu puisqu'il y a encore eu des annonces faites par Aurore Berger et qui sont dans la suite, c'est police, justice, parentalité. Qu'est-ce qu'on fait sur le plan coercitif ? Notre idée, c'était de dire qu'est-ce qu'on fait pour que ça ne se reproduise pas. Alors finalement, le comité interministériel des villes s'est tenu le 27 octobre 2023. Il est tenu en faveur des quartiers donc prioritaires avec des actions mises en place depuis 2017. Cette année, quels ont été les sujets, les thématiques que vous avez notamment défendues ? Alors, une des premières, parce qu'elle a très peu été prise en compte jusqu'à présent, c'était tout le volet environnemental. Dans les quartiers populaires qui sont, vous savez, pratiquement 100% de quartiers de logement social, l'habitant du logement social est celui qui coûte le moins sur le plan écologique, mais qui paye le plus, alors qu'il n'a pas la possibilité de se mobiliser et d'avoir une culture écologique. S'il paye plus de charges, c'est pas de son fait. Si les frais eau chaude et tout ça qui sont partagés, c'est tout sauf rendre l'habitant responsable. Et en fait, à part les programmes de renouvellement urbain, mais sinon les autres territoires, le retard écologique est magnifique.
fait, ce sont des passoires thermiques. Il fait trop chaud en été, il fait trop froid en hiver. Et en fait, là aussi, il faut que l'État se mobilise vraiment. L'État a donné des consignes très dures pour les propriétaires privés dans les années à venir. Consignes qui seront sans doute pas respectées parce que la crise du logement est telle qu'on est pratiquement sûr que personne ne les respectera. Par contre, dans le logement social, il faut absolument que le gouvernement donne des moyens particuliers aux bailleurs pour que on arrête ces passoires thermiques qui sont insupportables. Après, le deuxième volet, c'était pour nous l'éducatif, et puis après il y a tous les autres volets de la politique de la ville, plus de justice, une justice plus rapide et plus efficace, plus de police, mais plus de police au quotidien, la capacité de donner des moyens à la culture, au sport, qui ne sont pas des loisirs, qui sont la capacité d'une ouverture d'esprit, voilà, et puis l'emploi et la formation dont nos jeunes ont terriblement besoin. Justement, sur le sujet de la transition écologique, donc on rabâche souvent aux citoyens qu'il faut tendre vers une transition écologique fiable et durable, mais cela coûte cher, même pour les bailleurs. Vous demandez plus de moyens justement au gouvernement. Est-ce que vous avez été entendu? Est-ce qu'il y a eu une décision justement de prise? Alors, la seule décision que nous ayons eue, et qui n'est pas moindre, c'est on a demandé au gouvernement que le fameux fonds vert, qui est ce fonds de transition écologique, même s'il n'est pas suffisant sur l'ensemble du territoire, ce fameux fonds vert, 15% soit ciblé dans les quartiers prioritaires. Parce que si on ne cible pas dans les quartiers en politique de la ville, on sait très bien que le fonds vert sera dispersé selon les volontés préfectorales un peu partout, mais pas obligatoirement là où nécessité fait loi. Ça ne suffira pas. Mais c'est déjà un premier signe. Il faut absolument que nos habitants les plus précaires, on puisse les accompagner vers une transition écologique qu'ils ne peuvent pas faire tout seuls, parce qu'ils ne maîtrisent pas leurs frais, leurs charges. Autre point, le plein emploi avec notamment le déploiement du programme Entrepreneuriat Quartier 2030, la mise en place d'un fonds en faveur des associations ou encore le déploiement d'une politique testing. Quels sont les sujets sur lesquels vous avez souhaité alerter le gouvernement justement sur ce plein emploi? Alors c'est très à la mode, l'auto-entrepreneuriat, c'est très à la mode. Il y a certainement une partie des habitants de notre territoire qui va avoir un avenir avec ça. D'ailleurs, les jeunes sont très très dynamiques pour ça. Après être entrepreneur, c'est être une profession libérale, c'est-à-dire être seul, à travailler et à faire à la fois son chiffre d'affaires, son bénéfice, voilà, et à comprendre le marché. Donc effectivement, on a, et on le fait déjà, on a un devoir d'accompagner ces jeunes volontaristes qui vont vers l'auto-entrepreneuriat. Mais ça ne sera pas 100% de l'avenir des jeunes, et c'est assez normal. Nous voulons mettre beaucoup plus de moyens dans la formation de notre jeunesse, avec une ouverture au nouveau marché, aux nouveaux métiers. Il y a un vrai déficit de formation dans nos quartiers, et c'est encore ce qui fait un taux de chômage qui est bien supérieur au taux de chômage français. Vous avez été entendu justement sur ce souhait d'avoir un peu plus de formation? Alors, la formation, on est encore dans les vœux pieux. L'auto-entrepreneuriat, on a vu que c'était marqué financièrement. L'accompagnement des associations, là, c'est plutôt bien, puisque là, il y a quand même un regard plus attentif dans ces associations qui sont capables d'accompagner les jeunes ou les moins jeunes vers un métier. Donc ça, c'est plutôt positif, mais ça aussi, on va voir comment tout ça va se décliner dans le plan de finances 2024. Parce qu'on peut faire des annonces, on peut citer des vœux, mais à un moment donné, derrière, il faudra qu'il y ait des moyens qui soient mis en face. Et quelles ont été les décisions sur la thématique de l'éducation? Alors l'éducation, nous sommes très demandeurs de l'agrandissement du nombre de cités éducatives. Les cités éducatives qui ont été créées en 2019 par un premier nombre qui était de 80, c'est étendu à tous les territoires volontaires, et on demandait à ce qu'il soit étendu à l'ensemble de la France, à tous les territoires en politique de la ville qui étaient volontaires pour le porter. Parce que les cités éducatives, là où elles marchent terriblement bien. Elles ont remis le parent au cœur de l'éducation. Voilà, on en parle tout le temps dans les médias de la parentalité et tout. Mais à un moment donné, il faut donner de la place aux parents aussi. Il faut donner de la place, quel que soit ce parent. Et il faut l'accompagner aussi dans le suivi éducatif de son enfant. Quand c'est fait et quand il y a vraiment un trépied entre le parent, l'éducation, éducation nationale, et puis le temps périscolaire, qui est le temps de la municipalité, mais qui est un temps très important puisque les enfants sont pris en charge.
donc accompagner vers des projets. Quand ce trépied-là marche très bien, le parent retrouve toute sa place dans son rôle éducatif et du coup l'enfant redevient celui qui reçoit l'éducation de tous. L'enseignement, il le reçoit de ses enseignants, mais l'éducation, il a bien compris qu'il le recevait de tous dans ces cas-là. Et c'est là le vrai effort. C'est pas obligatoirement taper sur la tête des parents qu'on considère comme non responsables, c'est pas vrai, c'est les accompagner pour reprendre la main quand ils l'ont perdu dans leur rôle éducatif. Et quand ça se passe bien, ça marche très bien et le parent reprend sa place. Et à mon avis, c'est une grande avancée. Annonce a été faite que les cités éducatives seraient élargies jusqu'à la fin du quinquennat à tous les territoires qui le demanderaient. Et on pourra en revenir justement dans une autre émission. Merci beaucoup Catherine Arenoux d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes vice-présidente des Yvelines, déléguée à l'insertion et à la rénovation urbaine et première vice-présidente de l'association des maires villes et banlieues. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.